L'humiliation en silence est un poison qui ronge les liens du sang. Victor Hugo. Je n'ai pas vu grand-chose du mariage de mon petit-fils. Non, ce n'est pas une figure de style. Littéralement, je ne voyais rien. Ma table, la mienne, avait été placée derrière une immense colonne de pierre, là où même les serveurs oubliaient de passer. Une chaise bancale, une nappe froissée, et l'écho lointain des rires. Voilà ce qui m'a été offert en ce jour que j'attendais pourtant avec tendresse. Je ne voulais pas faire d'histoire. Je suis de cette génération qui avale les larmes et redresse le menton. Mais quand j'ai vu que la tante du côté de la mariée, que personne ne connaissait vraiment, avait une place en première ligne, là, quelque chose s'est brisé en moi. Je regardais de loin mon petit-fils, souriant dans son costume clair, main dans la main avec sa femme, rayonnant de bonheur. Et moi, invisible, comme une vieille photo oubliée sur une étagère. Il y a 10 ans, j'ai élevé ce garçon pendant que ses parents reconstruisaient leur vie. Je lui ai appris à marcher, à lire, à faire du vélo. J'ai raté des années de ma propre retraite pour lui, sans jamais me plaindre. Et ce jour-là, j'étais placée comme un invité de dernière minute, une arrière-pensée. Les autres invités n'osaient pas me regarder. Ils sentaient bien l'injustice, mais personne n'a rien dit. Le pire, ce fut lorsque l'animateur a cité les noms des piliers familiaux à remercier, et que le mien n'a même pas été prononcé, comme si j'avais été un fantôme. Je n'ai rien dit. Je me suis levée, calmement. J'ai traversé la salle sous les regards curieux. Et c'est là que j'ai pris la parole. Pas en criant, en posant chaque mot comme une pierre. Et ce que j'ai dit a fait taire la musique. Mais avant de plonger dans la suite de cette histoire, dites-moi d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous. Celle de demain sera encore plus incroyable. J'ai hâte de la partager avec vous. Il arrive un jour où le silence n'est plus de la sagesse, mais de la complicité. Sénèque. Je me suis avancée lentement vers le centre de la salle. Le DJ a coupé la musique, croyant à un discours surprise. En quelque sorte, il n'avait pas tort. Tous les regards se sont tournés vers moi. Certains m'ont à peine reconnu. Il faut dire que j'étais restée dans l'ombre toute la journée. Mon propre fils, le père du marié, m'a regardée avec de grands yeux, comme si je venais d'interrompre un moment sacré. Peut-être que je l'avais fait, peut-être que c'était nécessaire. Je me suis tournée vers mon petit-fils, droit comme un piquet à côté de son épouse. « Maxime », ai-je dit d'une voix calme, « tu es aujourd'hui un homme, un mari, et bientôt peut-être un père. Alors je vais te parler comme une femme qui en a trop vu pour rester muette. » La salle était silencieuse. On entendait les couverts trembler légèrement sur les assiettes. Tu ne m'as pas vue aujourd'hui. Pas une photo ensemble, pas un mot, pas une place digne de notre histoire. J'étais derrière une colonne, derrière votre bonheur. Mais pas par oubli, par choix, par hiérarchie silencieuse. Tu as choisi d'honorer ceux qui brillent. Tu as oublié ceux qui t'ont élevé dans l'ombre. Julie, sa femme, a baissé les yeux. Je ne l'accusais pas. Elle ne savait sans doute pas. Mais lui, oui, lui, il savait. Pendant des années, j'ai été là. Quand tes parents étaient en crise, quand tu faisais des cauchemars, quand tu pleurais le soir parce que tu ne comprenais pas le monde, j'étais là. Et aujourd'hui, je suis réduite à une place sans nom, sans lumière. C'est fini. Un murmure a traversé la salle. J'ai pris mon sac posé à l'entrée et j'ai ajouté, juste avant de franchir la porte, « Ce mariage n'a pas de place pour les invisibles, alors je n'en ferai plus partie, pas même dans votre arbre généalogique doré. » Je suis partie sous les regards figés, certains choqués, d'autres admiratifs. Sur le chemin du retour, j'ai allumé la radio. Une chanson ancienne passait. Une voix que j'aimais jadis. J'ai souri. Je n'étais pas triste. Je venais simplement d'écrire la première ligne de ma propre célébration. Quitter la table où l'on ne vous respecte plus est un acte de survie, pas de rébellion. Euripide. Lorsque je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai enlevé mes chaussures et me suis assise dans le salon, face à la vieille pendule. Le tic-tac régulier m'a paru plus vivant que toutes les conversations creuses que j'avais entendues au mariage. Je n'avais rien à regretter. Pas une larme n'a coulé. Au contraire, je me suis sentie droite, ancrée. Cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi réelle. Le lendemain matin, à la première heure, mon téléphone a commencé à vibrer. Message, appel manqué.
Des excuses maladroites de mon fils. « Maman, tu exagères. Tu aurais pu me parler avant. » Puis un message vocal de Maxime. « Mamie, je suis désolée. Je n'ai pas pensé. Ce n'était pas voulu. » Et c'est là que j'ai compris. Il n'avait pas voulu me blesser. Mais il ne s'était pas donné la peine de penser à moi non plus. Ce n'était pas une attaque. C'était de l'indifférence. Et cette forme de négligence fait bien plus mal que la violence. J'ai décidé de ne pas répondre. Pas tout de suite. Parce que pendant des années, j'avais répondu à tout. Présente, arrangeante, compréhensive. Toujours disponible. Il était temps que mon silence parle pour moi. Au lieu de ça, je suis sortie. J'ai pris le tram, puis un bus vers le centre-ville. Je suis entrée dans une agence de voyage. Une envie soudaine. Une idée impulsive que je n'aurais jamais eu le courage de suivre avant. « Bonjour », ai-je dit à la conseillère. « Je voudrais partir seule. Pas loin. Mais dans un endroit où je ne suis pas la mamie de, ou la mère de. Je veux être juste moi. » Elle m'a souri comme si elle comprenait parfaitement. « J'ai ce qu'il vous faut. » Une semaine plus tard, je posais mes valises dans un petit hôtel près de la mer. L'air salé, les mouettes, et surtout, aucun regard connu. Je n'avais pas fui, j'avais choisi, pour une fois. Assise face à l'océan, j'ai enfin respiré. Pour moi, pas pour apaiser, consoler ou soutenir quelqu'un d'autre. Et en regardant les vagues, une idée s'est installée. Je n'ai plus besoin d'être invitée à une célébration. J'en suis devenue une. Ce n'est pas la distance qui change les choses, c'est la clarté qu'elle apporte. Sophocle. Ma semaine au bord de la mer a été comme une mue. Chaque matin, je me levais avant le soleil. Je marchais sur le sable, seule, les pieds nus dans l'eau froide. Il n'y avait pas de mamie, pas de belle-mère, pas de vieille dame à asseoir derrière une colonne. Juste moi, Claire, une femme, entière. Je parlais avec les commerçants, je lisais sur la terrasse de l'hôtel, j'écrivais dans un carnet, pas mes douleurs. Non, mes projets. Car pour la première fois depuis très longtemps, j'en avais. Pas pour mes enfants, pas pour les autres, pour moi. Et puis un jour, en reprenant le train vers la ville, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de peur, une certitude. J'étais prête à revenir, mais pas comme avant. La première chose que j'ai faite en rentrant. Je me suis rendue dans un centre communautaire que j'avais repéré depuis des années, sans jamais oser franchir la porte. J'ai demandé à m'inscrire à un atelier de théâtre. La femme à l'accueil m'a regardée avec un sourire tendre. « Pour votre petite fille ?»« Non, pour moi. » À la première séance, ma voix tremblait. Mais à la fin, elle portait. Les mots sortaient. Ma présence prenait de la place. Et cela ne dérangeait personne. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation. Un dîner de famille, organisé par mon fils. Une tentative de réparation sans doute. Ou un aveu de malaise. J'ai hésité. Puis j'ai accepté. Mais je suis arrivée sans gâteau, sans cadeau, sans geste d'excuse. Je suis entrée, droite, vêtue de bleu marine, sobre, mais digne. Ils m'ont accueillie comme une invitée. Cette fois, ma chaise était au centre. Ma place bien visible. Mais il était trop tard pour faire semblant que tout était comme avant. À table, Maxime a pris la parole. Je voulais dire merci, mamie, pour tout. Et, pardon. J'ai hoché la tête. Un simple geste. Mais dans ce geste, il y avait une frontière. Après le repas, alors que je me levais pour partir, mon fils m'a retenue. « Tu vas bien ?» Mieux que jamais. Parce que cette fois, j'ai choisi ma place. On ne devient pas forte par nécessité, mais par décision. Hypatie d'Alexandrie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert les fenêtres et laissé le vent frais traverser le salon. Il y a encore quelques mois, j'aurais rangé les restes du repas dans un sac, gardé les fleurs offertes, écrit une carte de remerciement, mais cette fois, je n'ai rien gardé, rien noté, rien figé, car je ne voulais plus conserver ce qu'on m'avait donné à contretemps. Je voulais construire ce que j'avais choisi. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec la mairie de mon quartier. J'ai proposé de créer un atelier de lecture à voix haute pour les femmes de plus de 60 ans. Pas pour leur apprendre à lire, pour leur rendre leur voix. Beaucoup sont venus, certaines en silence, d'autres par curiosité, et petit à petit, les voix se sont élevées. D'abord timides, puis fières. Des femmes qu'on n'écoutait plus, lisaient des textes puissants, et surtout, leurs propres textes. J'ai vu des larmes, des rires, de la honte transformée en fierté. Un jeudi, une femme m'a prise à part. Vous m'avez réveillée. Avant, j'étais juste la vieille du fond. Maintenant, je suis la première à parler. Ces mots ont plus de valeur pour moi que n'importe quelle reconnaissance officielle.
Un matin, j'ai reçu une enveloppe dans ma boîte aux lettres, pas timbrée, glissée à la main. À l'intérieur, un dessin de Maxime. Lui et moi, sur un banc. Et une phrase. « Mamie, tu n'es jamais derrière une colonne dans mon cœur. Je t'aime. » J'ai souri. Ce n'était pas une réparation. C'était une prise de conscience. Et parfois, cela suffit. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Car je n'attendais plus rien. Et c'est justement cela, la liberté. Un samedi après-midi, une radio locale m'a invité à parler de mon atelier. Je suis entrée dans le studio, micro devant la bouche, cœur battant. Et j'ai dit à haute voix, j'ai été placée derrière une colonne, invisible. Mais aujourd'hui, je suis debout. Je lis, je parle, j'inspire. Et je ne demande plus à être invitée. Je suis devenue l'histoire. Ce n'est pas la douleur qui vous détruit, c'est l'oubli de votre propre valeur. Cicéron. Un mois s'est écoulé depuis ce fameux dîner. Depuis ce retour en surface. Presque théâtral. Mais si nécessaire. Depuis, je n'ai plus reçu d'invitation familiale. Pas par rejet, mais par gêne. Ils ne savaient plus quoi faire de moi maintenant que je n'étais plus silencieuse. Et c'était très bien ainsi. Un jeudi, alors que j'aidais une nouvelle participante de mon atelier à s'exprimer devant les autres, mon fils m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message. « Maman, je crois que j'ai commencé à comprendre tout ce qu'on ne voulait pas voir. Peut-on se revoir? Juste nous deux? Pas de justification, pas d'excuse. Juste une demande sincère. J'ai accepté. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un parc, à mi-chemin. Il m'attendait, assis sur un banc, un peu voûté, un peu nerveux. « Tu as l'air bien, » dit-il en me voyant arriver. « Je le suis, et toi ?»« Je suis fatiguée, mais différemment. Fatiguée de faire semblant. » Un silence. Il regardait ses mains. « Tu sais, quand Maxime est né, je me suis sentie dépassée. Je ne savais pas comment être père. Et tu étais là, toujours. Et je crois que je t'ai utilisé comme un garde-fou. Comme une roue de secours qui ne devait jamais parler. » J'ai hoché la tête. Il avait raison. Ce n'est pas une confession que j'attends, Thomas. C'est un acte. Je sais. Il a sorti une enveloppe. Dedans, une copie du testament familial. J'ai modifié ça. Pas pour te faire plaisir. Pour reconnaître. Officiellement. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Ce n'est pas avec un héritage qu'on allège le poids des mots. Mais merci. Puis je me suis levée. Tu sais pourquoi j'ai mis fin à la célébration de Maxime? Parce que tu étais blessée? Non. Parce que j'étais enfin prête à ne plus me taire. Il m'a regardée avec ce regard que j'espérais depuis si longtemps. Un regard d'homme, pas de fils. Et dans ce regard, pour la première fois, j'ai vu un peu de moi. Je suis rentrée chez moi. L'enveloppe encore fermée dans mon sac. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'ai plus besoin de preuves. J'ai la paix. Une voix qui s'est tue trop longtemps ne revient jamais timide. Elle revient invincible. Pindare. L'atelier de lecture du mardi était devenu un petit refuge pour nous toutes. Des femmes de tous âges, de toutes histoires. Certaines parlaient en fort, d'autres posément. Certaines lisèrent de la poésie, d'autres leur propre journal intime. Mais chaque mardi, on se retrouvait autour d'une idée, reprendre notre place. Un jour, à la fin d'une séance, une jeune journaliste d'une radio communautaire locale est venue me voir. « Madame Claire, j'aimerais faire un reportage sur votre groupe. Il y a quelque chose ici que je n'ai jamais vu ailleurs. » J'ai hésité. Pas par peur, mais parce que je savais ce que cela impliquerait. Mettre ma voix, mon visage, mon histoire dans l'espace public, c'était m'exposer. Et pourtant, j'ai dit oui. Le reportage est passé un dimanche matin. 30 minutes d'émotion, de lecture, de témoignage. Pas de musique dramatique, pas de pitié, juste des vérités. 2 jours plus tard, le téléphone du centre communautaire a explosé. Des femmes appelaient de toute la région. Certaines avaient 40 ans, d'autres 85. Toutes avaient une histoire. Et toutes voulaient enfin la raconter. Et moi, au centre de cette vague douce mais puissante, je tenais debout. Je n'étais plus la mamie derrière la colonne. J'étais devenue la femme qu'on écoutait. Un matin, alors que je buvais mon café sur le balcon, Maxime m'a appelée. « Mamie, je t'ai entendue à la radio. »« Et ? Je suis fière de toi. » Un silence. « Est-ce que tu crois que je pourrais venir, un jour, écouter, apprendre ?» Mon cœur a battu plus vite. Pas parce qu'il demandait pardon, mais parce qu'il reconnaissait. « Oui, Maxime. Quand tu seras prêt à écouter ce que les femmes ont à dire sans les interrompre, tu seras le bienvenu. » Et j'ai raccroché. Pas pour couper court, pour lui laisser l'espace. Car désormais, c'est moi qui donne la parole. Et la reprends, quand il le faut. Ce que nous léguons vraiment, ce n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous devenons.
Sénèque, je n'ai jamais eu besoin d'élever la voix pour qu'on m'entende. J'avais seulement besoin de cesser de me taire. Depuis ce fameux mariage, ma vie a changé. Non pas brutalement, mais lentement. Comme un rideau qui s'ouvre sur une scène qu'on croyait vide. Chaque semaine, l'atelier grandissait. Une salle, puis deux. Des femmes venaient de plus loin. Parfois en train, parfois avec des cannes, souvent avec des blessures. Elles ne cherchaient pas un cours. Elles cherchaient un lieu où exister sans justification. Un soir, après une séance particulièrement émouvante, j'ai vu une femme rester seule, assise longtemps. Je suis allée vers elle. Elle m'a tendu un petit carnet. Je n'ai jamais lu devant personne, dit-elle. Mais ce texte, je veux que ce soit vous qui le lisiez. Je l'ai ouvert et j'ai lu. C'était simple, fragile, vrai. Et j'ai compris que ce que j'avais lancé dépassait ma propre histoire. À la maison, en rangeant ce carnet, j'ai croisé mon propre regard dans le miroir. Pas celui d'une vieille femme oubliée, celui d'une femme bâtisseuse, debout sur ses ruines, regard droit, bouche ouverte. Je me suis dit tout haut, je n'ai pas transmis une maison, j'ai transmis une fondation. 1 mois plus tard, le maire de la ville m'a proposé d'organiser une lecture publique avec les membres de l'atelier. J'ai accepté à une condition, que personne ne lise à ma place. Et que l'affiche dise « Elles ont quelque chose à dire, écoutez ». Le jour venu, la salle était pleine. Au premier rang, Maxime. Derrière lui, mon fils, silencieux, humble. J'ai lu un texte. Pas un cri, pas une accusation. Un passage de ma vie. Mon banc derrière la colonne. Ma mère. Mon atelier. Et à la fin, j'ai dit « Ce que j'ai appris, c'est que l'on peut être invité au monde, ou s'y inviter soi-même. » Applaudissements. Mais plus encore, des regards vrais, des regards qui voyaient. Et ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis dit « Je n'ai rien laissé en héritage matériel. Mais j'ai légué le plus grand bien, une voix, la mienne, et celle de toutes celles qu'on ne voyait plus.